Bonsoir Nicolas Bouzou. Bonsoir. Vous êtes économiste, essayiste. Vous publiez aux éditions de l'Observatoire ce livre « L'amour augmenté, nos enfants et nos amours au XXIe siècle ». On va en parler, mais d'abord, on va parler de ce que l'on vient de voir dans ce reportage. On y voit certains jeunes inquiets pour leur avenir, mais aussi on voit des jeunes qui préparent activement leur futur. Alors quel message voulez-vous leur adresser à ces jeunes ? Qu'il n'y aura pas de génération sacrifiée, que les États, et en particulier l'État français, met en place des dispositifs très importants de soutien aux jeunes. On le voit avec l'alternance. L'année 2020 sera une année qui ne sera pas trop mauvaise en matière d'alternance. Je ne veux pas trop m'avancer. Il est même possible qu'elle soit assez bonne parce que les soutiens qui ont été mis en place en France sont des soutiens extrêmement forts, qui fonctionnent bien, qu'il faudra d'ailleurs sans doute pérenniser après la crise. Je ne vais pas passer en revue tous les détails du plan de relance, mais il y a aussi des aides à l'embauche pour les entreprises. Bon. Et puis je pense que ce qu'il faut que se disent les jeunes aussi, c'est que ce Covid, c'est un accélérateur de mutations. Et en réalité, un certain nombre de ces mutations sont positives. Regardez ce qu'on est en train de faire dans le domaine de l'écologie. On accélère très fortement. Ce qu'on est en train de faire dans le domaine de l'urbanisme. On est en train de rénover, de refaire les villes. Mais c'est lié à la crise pour vous ? Oui, c'est lié à la crise parce que la crise, si on la prend bien. Une crise, c'est un drame. Vous savez, c'est comme dans la vie. Vous avez des drames qui vous tombent dessus. C'est jamais bien, c'est jamais bon. Mais une fois que c'est là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Exactement. Ça vous construit et il faut essayer de s'appuyer là-dessus pour faire des choses bien. C'est ce qu'on est en train de faire. Je prenais l'exemple de l'écologie. C'est très spectaculaire, cette accélération qui me rend très confiant. Et même dans le domaine de la santé, on voit bien qu'en France, on est en train de faire un certain nombre de choses. Le Ségur de la santé, c'est pas en pure perte. Et donc, j'ai quand même envie de dire aux jeunes, au fond, tous ces investissements qu'on est en train de faire, vous en tirerez les bénéfices. N'écoutez pas ceux qui vous disent on vous laisse une dette, on vous laisse un monde atroce. Ceux-là, les écoutez pas. Voilà, on est en train de construire quelque chose de nouveau ensemble. Vous avez écrit d'ailleurs une tribune où vous avez expliqué un petit peu tout ça pour dire qu'il faut en finir avec le mythe de la génération sacrifiée. Voilà, on le voit, c'était dans l'Express. Mais quand même, les jeunes, aujourd'hui, ceux qui arrivent cet automne sur le marché du travail, ils vont quand même se confronter à des difficultés qui sont inédites. Bien sûr, évidemment, cette crise, cette récession que nous avons connue cette année, c'est la plus forte depuis 80 ans. Bon, on a mis en place, là encore, des dispositifs de soutien qui sont très performants. L'activité partielle, ça permet d'éviter une explosion du chômage. L'INSEE vient de nous le rappeler dans sa note de conjoncture. On a une augmentation du chômage, mais elle est quand même, pour l'instant, assez contenue. Les prêts garantis par l'État, les fameux PGE pour les entreprises, ça permet d'éviter un trop grand nombre de faillites. En quelque sorte, on étale un peu la crise dans le temps. Après, il faut bien voir que cette crise, ce n'est pas une crise économique. C'est une crise sanitaire qui a des conséquences économiques. Et donc, ce que fait le gouvernement sur le plan économique est très bien. Les dispositifs de soutien de mars, c'est bien. Le plan de relance, j'en partage complètement l'orientation qui est plutôt axée sur l'attractivité de la France et sur l'offre. 6 milliards pour les jeunes, pour les formations qualifiantes, c'est très bien. Pour l'insertion des jeunes. Il y a des choses pour la formation continue aussi, il ne faut pas oublier. Mais simplement, tout ceci va se heurter au manque de confiance qui lui-même est lié aux problèmes sanitaires. C'est pour ça que le message que je voudrais envoyer, notamment que je fais passer au gouvernement, c'est la meilleure politique économique aujourd'hui, c'est la politique sanitaire. Autant je trouve que sur le plan économique, le gouvernement fait très bien les choses, autant quand on regarde par exemple la question des tests, mais enfin, je veux dire, l'organisation des tests en France, c'est invraisemblable, ça ne va pas du tout, et ça a des conséquences économiques. Je ne veux pas opposer le ministre de la Santé et le ministre de l'Économie, mais la désorganisation en matière de tests, ça peut faire en partie échouer le plan de relance. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on doit reconfiner, si on a encore tous les problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui, avec la pandémie qui reprend. C'est catastrophique. Regardez la moindre fréquentation des commerces aujourd'hui. Ça commence à avoir des conséquences très fortes sur les faillites. Les fleuristes, les petits commerçants, certains artisans, on a ces très grandes difficultés. Donc il faut absolument que, tant qu'on n'a pas encore de vaccin ou de remède, qu'on organise au mieux la situation sanitaire en France. Et pour l'instant, on n'y est pas. On parle des jeunes, on parle aussi des personnes âgées. Que pensez-vous de ceux qui disent, dans le sillage des propos très provocateurs de Nicolas Bedos, par exemple, que l'on sacrifie aujourd'hui les jeunes pour sauver les vieux ? Je suis en total désaccord avec cette thèse depuis le début. Déjà, moi, je ne fais pas de comptabilité générationnelle. Je n'oppose pas les uns aux autres. Vous savez, en ce moment, nous traversons une situation très grave et très difficile. On a plutôt besoin d'être rassemblés. Notre civilisation, elle a fait passer la vie humaine
avant l'économie. Je pense que c'est un choix admirable. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que ça se produit. Ça prouve d'ailleurs que notre modernité, elle n'est pas si matérialiste qu'on a bien voulu le dire. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'on a des jeunes aujourd'hui qui sont touchés fortement par le coronavirus. Alors, ils ne meurent pas forcément, mais ils peuvent avoir des séquelles pendant très longtemps. On a des jeunes en réanimation. Je n'aime pas cette idée qui consiste à opposer les uns aux autres. En revanche, ce que nous devons faire, c'est mettre en place des mesures barrières et mettre en place un contrôle des mesures barrières qui n'affectent pas l'économie. Regardez les restaurants. Je suis très opposé à la fermeture des restaurants. Je suis très opposé à la fermeture systématique des salles de sport. Je pense en revanche, c'est ce qu'on commence à faire, qu'on doit renforcer les protocoles sanitaires. L'exemple des salles de sport est très symptomatique. Il faut rouvrir les salles de sport dans les zones où elles ont été fermées. C'est le cas à Paris, mais en renforçant les protocoles sanitaires et en renforçant les contrôles. Parce que cette façon de faire, de fermer certains secteurs, elle est très dommageable économiquement et puis elle est très injuste parce que ceux qui ont bien fait les choses, ils payent pour les autres. Oui, puis elle est difficile à expliquer quand on voit par exemple que les enfants peuvent aller aujourd'hui faire du sport en intérieur, pas les parents. Enfin, il y a beaucoup de discours très difficiles. Je connais parfaitement ce sujet. J'ai des adolescents à la maison et je vois bien que le sport au collège ou au lycée ne respecte pas forcément les mesures barrières alors qu'elles sont respectées en salle de sport. Vous avez tout à fait raison. Alors Nicolas Bouzou, vous ne vouliez pas opposer le ministre de la Santé et le ministre de l'Économie. D'ailleurs, tout à l'heure, tous les deux se sont exprimés à l'occasion de la conférence de presse où Olivier Véran a expliqué un certain nombre de nouvelles restrictions sanitaires. Mais Bruno Le Maire aussi s'est exprimé. On l'écoute. Je pense aux blanchisseries qui dépendent très directement de l'hôtellerie et de la restauration. Je pense aux bouquinistes des quais de Paris, puisqu'il y a moins de touristes à Paris aujourd'hui. Je pense aux arts de la table, puisqu'il y a moins de restaurants ouverts. Je pense aux graphistes. Nous allons ajouter au total 75 000 entreprises qui vont pouvoir bénéficier de ce fonds de solidarité. Elles sont 150 000 à en bénéficier aujourd'hui. Elles seront 75 000 supplémentaires avec l'élargissement de ce fonds de solidarité. Vous le disiez à l'instant, vous étiez plutôt inquiet pour les fleuristes, par exemple. Eh bien là, donc, Bruno Le Maire annonce un élargissement du fonds de solidarité à 75 000 entreprises supplémentaires. C'est une bonne mesure, ça va suffire, ça va peut-être pas suffire. Alors, c'est une bonne mesure et ça ne va pas suffire. C'est une bonne mesure parce que nous avons le devoir de soutenir ces gens. De toute façon, le parti pris de la France, ça a été, depuis le début, de soutenir au maximum les salariés et de soutenir au maximum les entreprises. C'est un choix qui n'a pas été fait ailleurs. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a absolument rien. Donc, c'est un choix très fort qui a été fait par la France. Je le soutiens, j'ai participé à toutes les réunions des économistes autour de Bruno Le Maire. Je pense que c'est vraiment le bon choix. Maintenant, on n'est plus en mars. En mars, ces mesures fonctionnaient bien. Aujourd'hui, ce que demandent les entreprises et ce dont elles ont besoin, c'est du chiffre d'affaires, c'est de la demande. Donc il faut le faire, ce qu'a annoncé Bruno Le Maire, il a parfaitement raison, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut aussi qu'on ait des protocoles sanitaires qui permettent à la vie économique de reprendre. Elle ne reprendra pas comme avant, tant que nous ne serons pas sortis de la crise, tant qu'on n'aura pas un vaccin, mais il faut au maximum que la vie économique reprenne. Vous savez, ils m'écrivent beaucoup, ils m'interpellent beaucoup, les restaurateurs, les fleuristes, etc. Et ils me disent, mais nous, ce qu'on veut, c'est très bien d'avoir du soutien, c'est très bien qu'on nous aide, mais nous, ce qu'on veut, c'est travailler. Oui, reprendre notre activité. Travailler, c'est ce qu'ils me disent, les restaurateurs, vous voyez. Et ça, d'ailleurs, au passage, dans notre pays, on a un certain nombre de gens, notamment sur la gauche de l'échiquier politique, qui dévalorisent un peu le travail. Eh bien, ils se trompent. Même politiquement, y compris ceux qui prétendent être proches du peuple, parce que les gens du peuple, moi, ils me disent, on veut travailler. Néanmoins, vous avez aussi entendu le débat qu'il y a autour du plan de relance qui enfle sur la question des contreparties. Est-ce que ce n'est pas un débat justifié quand on voit ce qui se passe pour Air France, pour Renault? Les contreparties, elles ne sont pas nécessaires? Non, c'est un débat qui est absolument injustifié, qui sous-estime considérablement la gravité de la situation. Je l'ai dit, nous sommes dans la situation économique la plus grave depuis 8 décennies. On va avoir énormément de faillites d'entreprises. On va le payer pendant longtemps. On ne va pas dire aux entreprises « Ah, écoutez, on a une idée, on baisse un peu les impôts de production, mais en contrepartie, il faut faire ça. » C'est complètement absurde. Il n'y a pas des effets d'aubaine quand même pour certaines entreprises? Bien sûr, il y aura des effets d'aubaine. Bien sûr, on dépense trop d'argent public. Bien sûr, on va aider trop d'entreprises parce qu'il y a aussi des entreprises qui auraient dû faire faillite parce qu'elles ne sont pas efficaces et on va les soutenir quand même. C'est ce qu'on appelle les entreprises zombies. Bien sûr. Mais vous savez, quand on fait de la politique en ce moment, toutes les décisions qu'on prend, elles sont mauvaises.
elles ont des impacts qui sont négatifs. Mais ce que l'on considère, c'est que d'autres décisions seraient pires ou le fait de ne pas prendre de décision, ce serait pire. On fait le moins pire, exactement. C'est le tragique de la politique aujourd'hui. Et si on veut faire une politique écologique, moi, ça fait 10 ou 15 ans que je pousse très fort pour qu'on accélère sur l'écologie. Mais on fait des vraies politiques écologiques. On n'embête pas les entreprises. On développe l'économie circulaire. On fait, comme on va sans doute le faire en Europe, je soutiens beaucoup ça, une taxe carbone aux frontières. On arrête au passage aussi de fermer des réacteurs nucléaires, parce qu'on ne peut pas dire on va embêter les entreprises d'un côté et la principale source d'énergie propre, on la ferme. Donc on a une vraie politique écologique. Mais on laisse les entreprises se redresser. Et donc, quand on baisse les impôts de production, quand on fait des programmes d'investissement d'avenir ou ce genre de choses, on ne demande pas de contrepartie. Est-ce que vous jugez que le plan de relance est équilibré quand on considère tous ceux que cette crise sanitaire va pousser vers la pauvreté? On l'a vu, il va y avoir 1 million de Françaises et de Français qui vont être poussés dans la précarité en plus. On avait déjà 9,3 millions de Français qui vivent avec moins de 1 063 € par mois. Donc, est-ce qu'il ne fallait pas quand même plus injecter vers cela? Si, et il faut encore le faire. J'ai dit, je partage l'orientation du plan de relance, mais il y a une urgence sociale. Ce n'est pas de la relance d'ailleurs, c'est une urgence sociale. Et donc, en effet, on voit à nouveau une augmentation de la pauvreté. On voit la réapparition de certains cas de malnutrition en France. Laurent Berger a fait une proposition aujourd'hui qui consiste à augmenter le RSA, par exemple. J'y suis tout à fait favorable. On voit aussi des régions qui mettent en place, qui donnent des chèques restaurants pour les publics fragiles. J'y suis très favorable, donc je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il manque encore un volet, mais ce n'est pas de la relance, si vous voulez. C'est un volet urgence sociale, bien sûr. Et dans ce contexte, on a appris aujourd'hui, il y a un rapport qui va faire du bruit, que la suppression de l'ISF et l'instauration de la flat tax au début du quinquennat ont eu pour effet de faire fortement augmenter les revenus des 0,1% des Français les plus aisés. C'est la conclusion du deuxième rapport de ce comité d'évaluation des réformes de la fiscalité. On ne peut pas le taxer d'être de gauche ou de parti pris, parce que c'est quand même un organisme qui est rattaché à Matignon qui s'occupe de ce rapport, France Stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ces mesures, elles sont acceptables quand on voit la crise dans laquelle on est aujourd'hui? Oui, absolument, parce que pour avoir une bonne reprise économique, on a besoin d'avoir de l'investissement, et pour avoir de l'investissement, on a besoin d'avoir du capital. Je sais qu'en France, ce message simple, il ne passe pas, mais si vous taxez le capital, vous aurez moins de capital, moins d'investissement, moins d'emplois et moins de salaires. Taxer le capital, c'est diminuer les salaires à moyen terme. Et donc, j'ai soutenu la suppression de la partie financière de l'ISF, la flat tax sur les revenus du capital, parce que ce sont de bonnes mesures économiques qui auront des impacts. Et on le voit déjà d'ailleurs, les entreprises, elles sont davantage de levée de fonds. Attendre ce fameux ruissellement, et ce ruissellement ne vient pas pour l'instant quand on le voit bien. Avec le contexte actuel, cette pauvreté qui s'accroît. Ben oui, non, mais le contexte actuel est absolument exceptionnel, mais ce n'est pas parce qu'on a une situation économique grave qu'il faut prendre des mauvaises mesures de politique économique. Vous ne m'aurez pas sur la démagogie. Enfin, j'ai d'autres défauts, si vous voulez, mais pas celui-là. Je ne suis, à titre personnel, même pas assujetti à l'ISF. Donc, vous voyez quelle est ma grandeur d'âme. Je défends une mesure impopulaire alors qu'elle ne me concerne pas. Mais la pire des erreurs, ce serait de rétablir l'ISF, parce que c'est ça ce que je veux faire comprendre. Ça se fera, in fine, contre les salariés. Allez, Nicolas Bouzou, on va aussi parler de votre livre « L'amour augmenté, nos enfants et nos amours au XXIe siècle ». Alors, tout simplement, pourquoi avoir décidé de parler d'amour, de famille, de procréation? On est loin de la conversation qu'on vient d'avoir et de vos sujets sur lesquels on vous connaît. Vous savez, j'avais beaucoup écrit sur le travail. J'ai sorti plusieurs ouvrages sur le travail ces dernières années. Et au fond, dans la vie, il y a deux grandes choses qui sont importantes. Le travail et la famille et l'amour. Voilà, c'est les deux grandes choses qui nous obsèdent. Et puis, j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'innovation, sur les changements technologiques. Et j'avais écrit plusieurs ouvrages autour de l'idée selon laquelle cette mutation technologique, au fond, elle faisait de nous des consommateurs gâtés, des consommateurs infidèles. Et c'est vrai que nous sommes devenus des consommateurs infidèles, mais nous sommes aussi devenus des employés infidèles, nous sommes devenus des électeurs infidèles. La volatilité électorale a beaucoup progressé. Et donc je me suis dit, mais au fond, dans cette société où on refuse la frustration, où on a ce qu'on veut en permanence, est-ce que le couple, qui est la structure la plus rigide qui soit, vous êtes avec une personne, c'est toujours la même. En théorie, vous lui devez la fidélité.
Comment est-ce que ça peut tenir? Comment est-ce qu'on peut encore Ça peut être un refuge dans ce monde de volatilité. Merci de donner la conclusion de mon livre. Vous avez tout à fait raison. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou si nous sommes d'accord. Mais en effet, en effet, ce qui apparaît, c'est que, alors même qu'on pourrait penser que tout est fait pour détruire la famille entre guillemets traditionnelle, parce que vous avez raison, il y a aussi des évolutions technologiques. Et puis on a eu des débats en France sur l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes. Hein. Le débat qu'on a eu cet été, on l'aura peut-être un jour. Encore parce que le texte n'est pas encore fait, bien sûr. Le projet de la bioéthique. Et puis un jour, on aura peut-être un débat sur la GPA, c'est-à-dire la même chose, mais pour les couples d'hommes. Et donc, on pourrait se dire, mais au fond, tout ça est en train de bouleverser la famille. Et un certain nombre de personnes conservateurs, pour lesquelles j'ai le plus grand respect, mais ont l'impression que ça participe de l'écroulement du monde. Et en fait, non. La famille, elle tient bien. Nos familles aujourd'hui sont essentiellement basées sur l'amour. C'est formidable. Et quand vous interrogez les jeunes, quand vous leur demandez, mais au fond, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Ils nous disent, mais nous, ce qu'on veut, c'est vivre à deux, avec quelqu'un qu'on aime. On veut avoir 2 enfants, les élever. Et donc, vous voyez, des choses assez classiques. Donc, même s'il y a des divorces, même s'il y a de l'infidélité, bon, même si la famille change, même s'il y a des homosexuels qui ont des enfants, ce à quoi je suis très favorable. Moi, j'étais très partisan à la fois du mariage pour tous et de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Je pense que ce sont des évolutions absolument formidables. Tout ça, non seulement ne remet pas en cause la famille, mais au contraire, elle institue, elle ancre la famille d'amour dans nos sociétés. Est-ce que justement, on n'est pas une société qui, aujourd'hui, fait plus attention à cela? On voit aujourd'hui les jeunes qui disent, eh bien, moi, je veux aussi avoir ma sphère de vie privée en même temps que le travail. Peut-être qu'il y a 20 ans, on mettait beaucoup plus dans la carrière que dans la vie familiale, dans l'amour, dans la construction personnelle même. Vous avez tout à fait raison, c'est une évolution qu'on voit très clairement, mais je pense qu'il faut s'en méfier, surtout dans le contexte actuel. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui nous sortira de la crise, hein, c'est le travail. Il n'y a que ça. On peut faire de la dette publique, on en fait énormément. Là encore, je pense qu'on a tout à fait raison d'en faire. On fait des gros plans de relance. J'entends dire d'ailleurs, y compris dans cette maison au Sénat, des gens dire qu'il n'aurait pas fallu faire 100 milliards d'euros de plans de relance, mais 200 milliards, oui, ou 500 milliards, j'en sais rien. On peut tout dire, évidemment. Mais évidemment qu'il faut un plan de relance. Non, mais je veux dire, c'est quelque chose que Marx... Là aussi, d'ailleurs, y compris dans cette maison, des gens qui se réclament de la gauche devraient lire Marx, qui a très bien expliqué le fait que, in fine, toute valeur, elle provient du travail. Et le travail, c'est quand même quelque chose aussi de formidablement émancipé. C'est quelque chose qui émancipe, vous voyez? L'amour et le travail. Être heureux dans son couple, être heureux dans son métier, ben, quand on a fait ça, on contribue à la société. Et puis bon, on a quand même réussi une bonne partie de sa vie. Alors dans votre livre, Nicolas Bouzou, vous défendez plutôt les applis type Tinder, par exemple, qui ont été d'ailleurs des applis qui ont été pas mal démolies par un certain nombre d'enquêtes, dont celle de Judith Duportail, hein, L'amour sous algorithme, qui montrait que Tinder manipule beaucoup nos rencontres, nos affinités. Pour vous, vous ne pensez pas que ça change quand même structurellement l'amour quand on s'est rencontrés? Non, ça ne change pas. Alors, on a maintenant beaucoup d'études sur les applications de rencontres. On voit qu'en effet, elles rendent plus fréquentes les aventures d'un soir. Je ne suis pas un moraliste, je n'ai absolument rien contre les aventures d'un soir et je ne pourrais pas les critiquer. Mais ce que l'on voit au-delà de ça, c'est que ça ne change pas fondamentalement la façon dont on choisit un partenaire. C'est très hypocrite. Ça filtre quand même, parce qu'on sait qu'il y a des filtres dans les applications qui vont vous faire rencontrer une personne plutôt qu'un autre. Mais c'est vous qui choisissez, ce n'est pas une application. D'une part, c'est vous qui choisissez, mais surtout, la mauvaise nouvelle qu'ont oublié les sociologues qui critiquent les applications, c'est que ces filtres, ils existent dans la vie. Moi, je suis d'une génération où on allait en boîte de nuit. Vous croyez qu'il n'y avait pas de filtre? Moi, j'allais dans une boîte de nuit à côté de mon université dans le 16e arrondissement. C'était très cher. Je peux vous dire qu'il y avait énormément de filtres. Et la génération de mes grands-parents au bal musette, il y avait des filtres, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais vous savez... Là encore, les études le montrent bien. On rencontre des gens sur Tinder. Bon, il y a une mise en relation. Et après, que se passe-t-il? On va au bar, au restaurant, quand c'est possible. En ce moment, c'est un peu plus compliqué. Oui. On se rencontre et on en revient au fond à des relations qui sont des relations extrêmement classiques. Donc les applications de rencontre, moi je vais vous dire, si j'avais 18 ou 20 ans aujourd'hui, sans doute, j'utiliserais ces applications de rencontre.
Vous en avez parlé tout à l'heure, nous avez parlé du fait que vous étiez favorable à la PMA, Oui. à la GPA, GPA éthique, Oui, oui. dites-vous, bien sûr, Bien c'est-à-dire sûr. sans rapport mercantile, Exactement, sans marchandisation du sans corps. rémunération de la mère qui donne ses ovocytes et sans rémunération de la femme qui porte le bébé. Pas de la mère d'ailleurs, de la femme qui donne ses ovocytes, puisque ce n'est pas la mère, et sans rémunération de la femme qui va porter l'enfant. Et donc, je le disais, tous ces éléments sont compris dans la loi de bioéthique qui poursuit son chemin au Parlement. Quel regard vous portez sur la façon dont ça se passe cette fois-ci? Parce qu'on est quand même très très loin du climat qu'il y avait eu lors du mariage pour tous, de la manif Absolument. pour tous. Il y a quand même une évolution aussi. Je du porte monde là-dessus. un regard extrêmement positif. Alors, à la fois, on voit les évolutions sociétales dans les sondages, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homosexualité, typiquement, est quelque chose qui ne choque plus personne, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 50 ou 60 ans. Je rappelle que l'homosexualité a été dépénalisée dans un certain nombre de pays européens dans les années 50 ou dans les années 60. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Donc là, il y a une évolution incroyablement positive. Et même quand on interroge les gens sur la PMA pour les couples de femmes, ça choque encore un certain nombre de gens, mais en fait, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Et donc là encore, on voit que le progrès, ça existe et que nos sociétés, elles vont vraiment dans le bon sens, dans le sens d'une plus grande tolérance. Et je trouve tout à fait admirable la façon dont les débats, et notamment le débat parlementaire, s'est déroulé sur ces questions. C'était un débat apaisé, de bon niveau, et je trouve qu'il grandit le débat public dans nos démocraties. Il y a un autre débat au sein de ce débat parlementaire sur la loi de bioéthique dont on a beaucoup moins parlé au niveau du grand public. C'est tout le débat sur la génétique et notamment le fait de pouvoir, par exemple, améliorer, couper nos gènes. Alors j'en parle d'autant que nous venons d'avoir le prix Évidemment. Nobel, avec cette chercheuse française qui vient d'avoir le prix Nobel. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce débat? Parce qu'il y a aussi cette crainte de pouvoir, de faire bienvenue à Gattaca pour pouvoir améliorer notre patrimoine génétique. Et ça, pour le coup, il y a encore beaucoup de craintes. Bien sûr. Ce débat, de toute façon, nous l'aurons, puisque les évolutions technologiques nous emmènent vers ça. Je suis favorable à une sélection des embryons et à une manipulation des embryons, donc permise par exemple par CRISPR-Cas9, l'objet du prix Nobel de chimie, dans le cas de maladies très graves. Voilà. Par exemple, dans la mucoviscidose, je suis tout à fait favorable à ce qu'on puisse faire soit une sélection des embryons, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec la trisomie 21, soit une manipulation des embryons. En revanche, je suis favorable à une interdiction pour une sélection ou une manipulation des embryons pour des raisons, par exemple, esthétiques, genre choisir les yeux de ces enfants. Je pense que ça doit être complètement interdit. Moi, je crois à la régulation. Je pense qu'on peut autoriser des choses et je pense qu'on peut interdire des choses. On peut interdire des choses. Bien Merci sûr. beaucoup, Nicolas Bouzou, d'avoir participé à cette émission. Et je rappelle donc votre livre « L'amour augmenté, nos enfants et nos amours au XXIe siècle ».